voix de la CEDEAO, pour la voix du Sud de se faire entendre. C'est le moment de créer un nouveau cadre global sur la migration. C'est vrai que pour l'instant, ce cadre a surtout été développé du côté du Nord. Je ne suis pas là pour prendre un côté ou l'autre, mais quand même pour vous dire, il ne faut pas perdre cette opportunité. Avec mes collègues dans la région, on est en train de discuter avec vos gouvernements, et puis les parlements sont importants aussi, évidemment, ainsi que la société civile, secteur privé, pour avoir, si possible, une position régionale commune pour ces négociations. Une position qui prend en compte une multiplicité de voix. Les voix gouvernementales, les voix des députés qui représentent la population, les voix des migrants eux-mêmes, évidemment, les syndicats, toutes les forces qui constituent une nation. Si vous ne vous faites pas entendre cette année, ça serait vraiment dommage. Le pacte mondial ne sera pas un traité contraignant, mais ce n'est pas grave si ce n'est pas contraignant. Il n'y a aucun État, ni les vôtres, ceux de la CEDEAO, ni ceux de l'Union européenne, ni de l'Amérique latine, qui veulent céder leur souveraineté sur leurs frontières. Et ça, il faut le dire aussi. Un espace commercial commune, c'est formidable. Un espace de libre circulation, c'est formidable. Et la CEDEAO était quand même un des tout premiers dans le monde entier, depuis 1979, qui a eu ce protocole et qui a eu ce politique. Il reste encore beaucoup à faire pour le mettre en place. Et c'est quelque chose de très important en ce qui concerne des opportunités de développement, des opportunités pour la jeunesse, de continuer à travailler sur cet espace ouvert. Et pour moi, je dirais que dans ces négociations, la CEDEAO peut parler avec beaucoup de crédibilité. Beaucoup de crédibilité parce que vous avez travaillé sur la libre circulation. Vous avez travaillé sur toutes ces questions. Vous pouvez entrer dans les négociations dans une position bien différente de beaucoup d'autres régions qui n'ont fait que très peu de progrès dans ce domaine-là. Donc c'est un peu ça que je voulais parler aujourd'hui, parce que j'ai entendu très peu ces 2 derniers jours sur le pacte mondial. Je reviens quand même aux pays en transit, parce que j'ai promis à des collègues de ces pays de faire un peu le plaidoyer que nous considérons tous les problèmes qu'ils ont en gérant ces dizaines de milliers de jeunes qui transitent, en leur protégeant. Parce que c'est vrai que nous, l'OIM, avec vos États, nous avons ramené plus que 20 000 jeunes ouest-africains de Libye, mais dans le désert du Niger. La protection civile nigérienne, avec l'armée, avec nos collègues, tous les jours, nous sommes en train de sauver des vies. On n'en parle pas, mais des centaines et des centaines de gens, je les ai vus moi-même, je suis allé jusqu'à la frontière sud de libyenne. On a croisé 400 jeunes ouest-africains abandonnés dans le désert. Des Nigérians et des Nigériennes, des Gambiens, des Ivoiriens, pour des différentes raisons abandonnés comme ça. Ils allaient mourir si ce n'était pas pour la protection civile de votre pays, M. Chef. Enfin voilà, donc nous avons cette situation où il faut protéger des jeunes, on en a assez parlé, mais en tant que parlementaire, je pense qu'il faut viser cette année ce que vous pouvez faire avec vos gouvernements, avec vos ministres, pour vraiment les encourager de porter la voix de la CEDEAO à New York, en Mexique, là où vont se passer les négociations, pour vous faire entendre et pour faire entendre quels sont les besoins de la population et des gouvernements de la CEDEAO. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
de cette intervention très concise, très claire, et avec des propositions très concrètes. Je vais sans tarder donner la parole à Cheikh Tidiane Dièye. Merci beaucoup Alioune, merci à tous. Je tâcherai d'être très bref. L'essentiel a été dit et parler de ces questions à la suite de l'OIM, c'est avoir l'avantage de ne plus avoir grand-chose à dire. Il y a quelques mois, c'était au mois de novembre, je suis allé à Abidjan pour faire une communication en marge du sommet Europe-Afrique sur ces questions, sur les questions des relations Europe-Afrique sur le plan économique, mais également leurs impacts sur une panoplie de choses dont les migrations, etc., et le développement économique et social. Mon message avait été très simple. Je leur avais dit qu'au moment où on se réunissait à Abidjan, Européens et Africains, pour parler de ces questions, nous avions perdu ensemble, mais les élites politiques en tête, nous avions perdu toute crédibilité pour parler à ces milliers et ces millions de jeunes Africains qui, au moment où on faisait des discours dans les salles, étaient en train d'être vendus comme des bêtes de somme en Libye. Je leur disais que rien que ces faits-là, qui se passaient au même moment, ça enlevait toute crédibilité à tout ce qu'on pouvait dire à Abidjan. Et que tout ce qu'ils auraient dû faire, c'était toute affaire cessante, se réunir ailleurs, trouver des solutions pour aller les prendre, les chercher et faire en sorte que cela ne puisse plus se reproduire. Le plus cocasse, c'était que ce sommet était le thème du sommet, c'était investir dans la jeunesse pour construire un avenir durable. On prend les jeunes comme thème de ce sommet, mais au moment où on le fait, du fait des politiques européennes et africaines, des jeunes étaient vendus, pendant que d'autres, des milliers d'autres, étaient en route dans le désert pour les rejoindre en dépit de ce qu'on en disait. Et ça aussi, c'est quelque chose de dramatique. Malgré le fait que tout le monde disait qu'il y en a qui sont en train d'être tués, vendus et autres, des dizaines d'autres partaient, alors qu'ils étaient informés. Ils partaient parce qu'ils se disaient que la vie qu'ils vivaient chez eux, ça valait moins qu'une mort. Ils préféraient aller mourir loin que de continuer à vivre une vie qui n'en vaut pas la peine, qui ne vaut pas la peine d'être vécue. Au Sénégal, on entend des jeunes en Wolof dire « Dundug Degen », une vie qui vaut moins qu'une mort. Ils préfèrent mourir que de vivre cette vie. Différentes raisons, on les a évoquées depuis ce matin. Lorsqu'ils prennent la route, je crois que c'est un peu le titre de notre sujet, mais j'irai très vite, parce que ça nous met en articulation les choses liées à la CEDEAO sur la libre circulation et ce qui se passe ailleurs. Lorsqu'ils prennent la route, ces jeunes, partant du Sénégal pour donner cet exemple, ils ont une série d'escales, c'est plusieurs étapes. Mais en réalité, ce n'est que 2 séquences. Ce ne sont que 2 séquences sur ce trajet de parcours s'ils veulent aller en Europe. Parce que la première partie de leur segment de route se fait dans la sous-région. Du Sénégal au Mali, au Burkina Faso et au Niger, ils sont encore sous le coup des réglementations régionales sur la libre circulation des personnes et des marchandises. Ils rencontrent certes énormément de difficultés, une panoplie de contraintes et de coercition, corruption, brimade, humiliation, toutes sortes de choses. Mais ce sont des choses que rencontrent en général tout Africain de l'Ouest circulant dans la sous-région, parce que, on l'a dit, les tracasseries routières, etc. Un Sénégalais qui va au Mali, même si sa destination finale c'est l'Europe, en passant les policiers maliens, on ne le juge pas parce qu'il va en Europe, on le juge parce que c'est un citoyen qui passe, il suffit de payer pour partir. Et ce sont ces contraintes qu'il va vivre jusqu'au Niger. Une fois au Niger, qui est la dernière étape, un peu la frontière de notre espace sous-régional, il n'a plus aucune protection juridique parce qu'il rentre dans une sorte de no man's land qui est déjà constitué du désert, du grand désert au nord du Niger, qui même si l'État est présent, on sait que l'État a forcément des difficultés pour contrôler ce grand no man's land désertique. Il l'a dit tout à l'heure, rencontrer des centaines de jeunes Africains, hommes et femmes ou garçons et filles dans ce désert, c'est la preuve qu'il y a quelque chose de désastreux qui se passe. Mais une fois franchi cette partie et rentré en Libye, là on n'est plus absolument dans aucun autre cadre que dans le cadre c'est même plus grave qu'un no man's land, c'est vraiment un système complètement anormé où la loi qui se déploie là-bas dans un espace où l'État n'existe plus en Libye, c'est vraiment quelque chose qui est laissé à la merci des passeurs, à la merci des trafiquants en tout genre, des trafiquants d'organes même, on en parle beaucoup moins parce qu'on parle plus des trafiquants d'êtres humains qui vendent des esclaves pour aller faire du travail, mais sur des milliers de morts ou des gens susceptibles de mourir, tout ce qu'on peut faire sur le trafic d'organes et autres,
ça aussi ce sont des désastres que les jeunes vivent. Je crois qu'on peut parler pendant des heures ou des jours, c'est ce qu'on fait souvent, sur ces questions on n'en finira pas. Tout va revenir à la volonté politique et c'est la seule proposition que j'avais faite à Abidjan. J'avais dit simplement à l'Europe comme à l'Afrique, s'ils veulent définitivement être crédibles vis-à-vis des jeunesses africaines, chacun d'entre eux sait ce qu'il a à faire. Il n'est pas acceptable qu'un dirigeant africain qui comprend les opportunités et les potentialités qui sont énormes dans son pays, et tous les pays africains ont ces énormes potentialités, qui n'en fait pas grand-chose, on ne transforme pas, l'industrialisation est quasiment en lambeaux, on ne fait pas ce qu'il faut faire, mais les jeunes ne peuvent pas continuer, ils ne resteront pas à mourir chez eux, ils auront forcément ailleurs. Et ça, c'est la responsabilité des dirigeants africains. Je veux bien qu'on demande des comptes aux Européens, mais 90% dans la responsabilité de ce qui nous arrive, c'est à notre niveau. On vient de parler des accords de partenariat économique. Un gouvernement qui accepte de signer un tel accord ne peut pas demain se plaindre que de voir ces jeunes partir en masse. Il aura posé en amont un acte politique qui affaiblit son pays. Un gouvernement qui voit ces énormes ressources naturelles partir dans des bateaux en Asie ou en Europe ou ailleurs où elles sont transformées, où elles créent de la valeur ajoutée et des emplois et qui n'en fait rien alors qu'il en a la possibilité, ne peut pas demain se plaindre pour de voir ces jeunes partir. Donc je crois que c'est aussi cela qu'il faut qu'on interroge en tant qu'Africains, de voir que la responsabilité c'est d'abord nous avant d'être les autres. Et si on accepte cette responsabilité-là, on travaillera probablement mieux à résoudre les problèmes et avancer. Merci beaucoup, c'est le message simplement que je voulais passer. Merci beaucoup. Nous avons deux communications très concises. Merci surtout de ton cri du cœur. Hein. Je pense que chaque personne qui meurt dans la mer, dans le désert, c'est un échec pour nous tous. Donc il nous incombe vraiment impérativement de trouver des solutions à ce qu'on peut considérer comme un désamour de la jeunesse pour le continent. Comment effectivement les reconnecter? Je pense que ça c'est une question fondamentale. Sur ça, on va ouvrir comme ça la liste pour ceux qui veulent intervenir sur la question. We wouldn't want it to take more than 35 minutes because already slated is a dinner with Mr. President at 8 p.m. And you know it will be immodest if we have to sit up Mr. President expecting us. So we would like to. Yeah, there is this one. I'm just giving discussion. So finally, we're going to have a presentation on irregular migration from West Africa to Europe. Challenges encountered in transit African countries. And this is going to be done by Dr. Sheikh Tijani Dieye. And Mr. Moderator is Mr. Ali Tin. So let's Mr. Tin come up, and we want the presenter to please come up to Mr. Osman. Thank you very much for your session is over. Bien.